Ils étaient 11 officiers nigérians. Ils sont repartis libres, vivants, silencieux. Et derrière eux, un ciel vide, mais une ligne rouge désormais tracée. Dans un monde habitué aux explosions, Ibrahim Traoré a choisi un autre choc l'a retenu. Pas un tir, pas une humiliation publique, pas de marchandage. Un geste de clémence. Mais aussitôt, après un avertissement. Froid, net, irréversible. Un Traoré avertissement qui ne visait pas seulement Abuja, mais tout un système bâti sur l'habitude de l'impunité. Puis le silence. Pas d'excuses officielles, pas de remerciements, pas de conférences conjointes. Ce silence pose une question qui glace le sang. Quand un État viole une souveraineté, accepte la clémence. Et se tait ensuite, prépare-t-il la paix ou une Nigeria riposte que personne ne verra venir. Car dans le Sahel, l'histoire l'a prouvé, les guerres les plus dangereuses ne commencent pas par des bombes. Elles commencent par l'argent, qui ralentit par les frontières qui se figent, par les décisions prises loin des caméras. Les tensions au Sahel, au Nigeria, ne se lisent pas encore dans les communiqués, mais elles se ressentent déjà sur le terrain. Si vous voulez comprendre ce que cache ce silence, pourquoi cet avertissement change les règles du jeu et comment une guerre invisible peut déjà avoir commencé, restez jusqu'à la fin et abonnez-vous maintenant. Ce que vous allez entendre ne passera pas aux journaux télévisés. Car parfois, le moment le plus dangereux n'est pas celui où l'on tire, mais celui où tout se tait. Ce que beaucoup ont appelé un geste de clémence fut en réalité un acte de souveraineté calculé. La chronologie est désormais connue, mais rarement comprise dans sa profondeur politique. Un appareil militaire nigérian pénètre un espace aérien sensible. Il est intercepté. À son bord, 11 officiers. Aucun tir. Aucun mort. Aucun emballement. L'État burkinabé agit selon le droit, non selon l'émotion. Les hommes sont retenus, interrogés, puis, contre toute attente, libérés. À cet instant précis, deux récits étaient possibles. Le premier, celui que l'Occident attendait, aurait été celui de la brutalité de l'escalade du piège parfait pour une condamnation internationale. Le second, celui que Traoré a imposé, fut celui de la maîtrise. Libérer ces hommes n'était pas reculer, c'était retirer à l'adversaire toute justification morale. Dans les conflits modernes, la légitimité précède toujours la force. Traoré l'a compris. Il a privé ses détracteurs de leur arme favorite, le récit. Mais il serait naïf de croire que cette libération signifiait l'oubli. Au contraire, elle marquait une séparation nette entre deux époques. Avant le Sahel comme zone grise, survolée, sondée, testée. Après le Sahel comme territoire conscient de sa valeur stratégique. Car au moment même où les officiers montaient à bord de l'avion du retour, une autre décision était prise. Silencieuse, non écrite, la règle venait de changer. Le ciel burkinabé n'était plus un espace tolérant. Il devenait un espace conditionnel. Dans cette séquence, Traoré ne parle pas comme un chef militaire isolé, mais comme un homme qui comprend la grammaire du pouvoir. Il sait que tirer aurait été simple. Il sait aussi que ne rien dire aurait été interprété comme une faiblesse. Il choisit donc la voie la plus difficile, l'équilibre entre la loi et la tradition. La loi parce que les officiers sont traités comme des hommes, non comme des trophées. La torche, parce qu'un avertissement accompagne leur départ, un message clair, sans rhétorique, sans théâtre. C'était là que se cristallise le Traoré avertissement, un signal adressé non seulement au Nigeria, mais à tous ceux qui depuis des décennies considèrent le Sahel comme un espace perméable, disponible, négociable. Ce signal dit une chose essentielle, la retenue n'est plus automatique. Elle est désormais conditionnée au respect. Et cette nuance change tout. Dans les capitales étrangères, certains ont voulu lire cet épisode comme une désescalade. Une erreur d'analyse classique. Les grandes ruptures stratégiques sont souvent calmes. Elles ne font pas de bruit,
Elle déplace simplement les lignes. Sur le terrain, en revanche, la perception est différente. Aux frontières, les contrôles se durcissent. Les conversations changent de ton. Les marchés deviennent prudents. Les acteurs locaux comprennent intuitivement ce que les chancelleries refusent d'admettre quelque chose, c'est refermé. Car l'histoire africaine est marquée par un schéma récurrent. Chaque fois qu'un État affirme sa souveraineté sans tirer, il provoque une réaction plus subtile, plus lente, mais souvent plus dangereuse. La libération des 11 officiers n'a pas clos un dossier. Elle en a ouvert un autre, bien plus vaste. Un dossier où les mots comptent moins que les mécanismes. Où la diplomatie officielle masque des calculs parallèles. Où le silence devient un instrument. Et c'est précisément ce silence celui qui a suivi la libération, qui intrigue, inquiète et alimente toutes les spéculations. Aucun remerciement public, aucune reconnaissance explicite, aucune main tendue visible. Dans les affaires de puissance, le mutisme n'est jamais une absence, c'est une posture. Car lorsque la clémence ne reçoit aucune réponse, elle cesse d'être un geste, elle devient un test. Et tout test appelle une suite. Dans la diplomatie, le silence n'est jamais vide. Il est chargé, pesé, calculé. Et après la libération des 11 officiers, le mutisme d'Abuja a résonné plus fort que n'importe quelle déclaration martiale. Aucune excuse officielle pour la violation de l'espace aérien. Aucun mot de gratitude pour la clémence accordée. Aucune conférence conjointe. Aucun communiqué apaisant. Aucun symbole de réconciliation. Pour un État, surtout un État qui se veut puissance régionale, ce choix n'est jamais anodin. Le Nigeria ne s'est pas tu par oubli. Il s'est tu par nécessité stratégique. Car parler à ce moment précis aurait été reconnaître implicitement deux choses d'abord, que la ligne rouge tracée par Ouagadougou était réelle. Ensuite, que l'initiative n'était plus du côté nigérien. Dans l'équilibre fragile des puissances, reconnaître l'initiative de l'autre, c'est déjà céder du terrain. Ce silence a donc été interprété de deux manières radicalement opposées. Dans certaines chancelleries occidentales, on a voulu y voir une désescalade prudente, un temps de réflexion, une tentative d'apaisement. Sur le terrain sahélien, en revanche, la lecture fut bien plus sombre, le calme avant la manœuvre. Car l'histoire de la région a forgé une mémoire collective précise. Les peuples du Sahel savent que les conflits les plus dévastateurs ne sont pas toujours annoncés par des discours enflammés. Ils arrivent souvent après une période de retrait apparent, quand les regards se détournent et que l'attention médiatique retombe. Aux frontières, les signes sont subtils mais persistants. Les contrôles deviennent plus stricts. Les délais s'allongent. Les chauffeurs parlent de consignes nouvelles, jamais écrites, mais fermement appliquées. Les échanges commerciaux ralentissent, non par décision politique proclamée, mais par friction administrative. C'est là que la peur change de nature. Elle n'est plus spectaculaire. Elle devient diffuse. Elle s'insinue dans les conversations, dans les calculs des commerçants, dans les silences des autorités locales. Les tensions au Sahel au Nigeria cessent d'être une abstraction géopolitique pour devenir une réalité quotidienne. C'est dans ce climat qu'émerge une information que personne n'a vue à la télévision. Un détail qui n'apparaît dans aucun communiqué, mais qui circule dans les cercles sécuritaires régionaux. Selon ces analyses, la libération des officiers n'a pas été suivie d'un échange diplomatique classique, mais d'un message direct, discret, non documenté. Un message sans papier, sans signature, sans médiation. Un message qui ne formulait ni menace théâtrale, ni justification juridique. Une seule phrase rapportée comme une synthèse brutale du nouveau rapport de force, la prochaine violation ne sera pas interprétée. Elle sera exécutée. Cette phrase
si elle a existé sous cette forme ou sous une autre, explique beaucoup de choses. Elle explique le silence. Elle explique l'absence de réaction publique. Elle explique pourquoi Abuja n'a pas cherché à transformer l'incident en victoire diplomatique. On ne répond pas publiquement à ce qui n'existe pas officiellement, car répondre aurait été admettre que l'avertissement était crédible. Et admettre sa crédibilité aurait obligé à choisir entre l'escalade ouverte et le recul stratégique. Le Nigeria a choisi une troisième voie, ne rien dire, mais ne rien oublier. Dans les équilibres africains contemporains, cette posture est dangereuse. Elle nourrit l'incertitude, elle ouvre la porte à des ripostes indirectes, déconnectées de l'événement initial, mais tout aussi destructrices. C'est précisément ce qui rend la perspective du Nigeria riposte si inquiétante. Elle n'a pas besoin de prendre la forme d'un conflit armé. Elle peut être économique, elle peut être monétaire, elle peut être logistique, elle peut être invisible. Et pendant que les analystes débattent dans les capitales lointaines, la population, elle ressent déjà le poids de cette attente. L'attente d'un geste. L'attente d'un signal. L'attente d'un mouvement qui viendra forcément d'un endroit inattendu. Car lorsqu'un avertissement est lancé et qu'il n'est suivi d'aucune réponse officielle, il ne disparaît pas. Il s'accumule. Il se transforme en pression. Et la pression en géopolitique cherche toujours une issue. Et lorsque les États cessent de parler, ce sont les circuits cachés, financiers, commerciaux, monétaires qui commencent à décider à leur place. Les guerres modernes ne se déclarent plus toujours par des explosions. Elles commencent souvent par une sensation étrange, presque imperceptible. Un retard, une attente, un blocage sans décret. Et dans les jours qui suivent le silence diplomatique, c'est exactement ce que les populations ont commencé à ressentir. Aux frontières, rien d'officiel. Aucun embargo n'est annoncé. Aucun communiqué d'urgence. Pourtant, les camions avancent plus lentement. Les contrôles s'éternisent. Les documents sont examinés, puis examinés. Les mêmes papiers qui passaient hier en 2 heures prennent désormais 2 jours, puis une semaine. Ce n'est pas une interdiction, c'est une friction. Dans les marchés, les premiers signes apparaissent. Le carburant devient plus cher. Les denrées importées se font rares. Les commerçants ajustent leurs prix sans comprendre exactement pourquoi. Ils sentent seulement que quelque chose se grippe en amont. Et quand l'approvisionnement hésite, c'est toute la société qui retient son souffle. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il porte un nom dans les cercles stratégiques, la pression sans signature. Une méthode qui ne laisse aucune trace juridique, mais qui produit des effets bien réels. On ne ferme pas les frontières. On ne bloque pas officiellement les échanges. On laisse simplement les mécanismes ralentir jusqu'à ce que la fatigue économique fasse son œuvre. C'est ici qu'entre en jeu ce que certains analystes appellent à voix basse le verrou financier. Il ne s'agit pas de sanctions classiques. Il n'y a pas de liste noire. Pas de vote international. Le verrou fonctionne autrement. Par la liquidité, par le temps, par l'accès différé. Les lettres de crédit mettent plus longtemps à être validées. Les transferts transfrontaliers sont soumis à des vérifications supplémentaires. Les banques intermédiaires deviennent prudentes, trop prudentes. L'argent ne disparaît pas. Il hésite. Et cette hésitation suffit à désorganiser une économie fragile. Les petites entreprises manquent de trésorerie. Les transporteurs ne peuvent plus avancer les frais. Les fournisseurs exigent des paiements anticipés. Le risque se diffuse comme une onde lente, mais constante. Politiquement, les conséquences sont encore plus profondes, car la pression économique ne frappe jamais de manière abstraite. Elle se traduit par des frustrations concrètes, des discussions dans les foyers, des interrogations dans les casernes, des murmures dans les administrations locales. La population ne parle pas de géopolitique. Elle parle de prix, de travail, de survie.
C'est précisément là que le calcul devient dangereux. Les stratèges qui utilisent ce type de pression partent d'une hypothèse simple. À terme, la fatigue économique fissurera l'unité nationale. Les citoyens finiront par se demander si la fermeté politique vaut le coût quotidien, si la souveraineté n'est pas devenue trop chère, si la confrontation silencieuse ne pourrait pas être évitée. Mais ce raisonnement ignore un facteur essentiel, la mémoire collective. Dans le Sahel, les peuples savent reconnaître une contrainte extérieure déguisée. Ils ont vu trop souvent comment l'économie était utilisée comme une arme. Ils savent que la hausse soudaine des prix n'est pas toujours le résultat d'une mauvaise gestion interne. Ils savent aussi que céder aujourd'hui n'achètera pas la paix de demain. C'est dans ce contexte que les tensions au Sahel, au Nigeria, prennent une dimension nouvelle. Elles ne sont plus seulement une affaire de frontières ou d'espace aérien. Elles deviennent une lutte pour le contrôle des flux invisibles, argent, marchandisé, confiance. Sur le plan politique, cette situation oblige les autorités à un exercice délicat. Maintenir le cap sans provoquer l'asphyxie, rassurer sans mentir, préparer sans affoler. Chaque décision est scrutée. Chaque parole est pesée. Car dans une guerre non déclarée, le moindre faux pas peut être exploité. Et pourtant, quelque chose résiste. Une forme de lucidité collective. Les conversations changent de ton. On parle moins de peur et davantage de choix. Moins de dépendance et davantage de solutions alternatives. La contrainte économique, paradoxalement, accélère une prise de conscience. C'est là le point aveugle de toute stratégie de pression prolongée. Elle peut fragiliser une société, mais elle peut aussi la réveiller. Car lorsque l'on comprend que la difficulté n'est pas accidentelle mais organisée, la colère change de cible. Elle ne se retourne pas nécessairement contre ceux qui tiennent la ligne politique. Elle se dirige vers ceux qui manipulent les leviers, dans l'ombre. Et à ce stade, la question cesse d'être économique. Elle devient existentielle. Jusqu'où une nation est-elle prête à aller pour préserver sa dignité ? Combien de temps peut-elle tenir sous une pression qui ne dit pas son nom, et surtout qui réellement contrôle le rythme de cette suffocation silencieuse ? Car lorsque l'économie devient une arme, ce ne sont plus les ministères de la Défense qui décident, mais des salles où aucune caméra n'entre. À mesure que la pression se déplace hors du champ militaire, les capitales occidentales changent de ton. Officiellement rien. Des mots prudents, des appels au dialogue, des communiqués calibrés. Officieusement, l'inquiétude est palpable, car ce qui se joue au Sahel dépasse largement l'incident initial. À Paris, le malaise est ancien. Le retrait militaire n'a pas mis fin à l'influence, mais il a exposé une fragilité, celle d'un modèle bâti sur la permanence. Permanence des accords, des circuits financiers, des habitudes monétaires. Or, lorsque ces habitudes sont contestées sans fracas, sans slogan, sans rupture brutale, la réponse devient plus difficile. On ne peut pas sanctionner une retenue. On ne peut pas condamner une clémence. À Washington, l'analyse est plus froide, les tableaux ne parlent pas d'émotion, mais de risques systémiques. Le Sahel y apparaît comme une zone sensible, non seulement pour la sécurité, mais pour l'équilibre des flux. Ressources stratégiques. Couloirs commerciaux, stabilité régionale, tout est interconnecté. Et lorsque l'un de ces éléments commence à se décaler, l'ensemble du système cherche à compenser. C'est dans ce contexte que le rôle du Nigeria devient central. Puissance démographique, nœud logistique, pivot économique, Abuja n'est pas seulement un voisin. Il est un régulateur de fait. Et lorsqu'un régulateur hésite, l'effet se propage. Les institutions régionales, elles aussi, avancent avec précaution. La CEDEAO parle d'unité, mais surveille les lignes de fracture. Elle sait que toute prise de position trop visible pourrait transformer une tension contenue en crise ouverte. Elle sait aussi que l'équilibre est fragile et que le précédent
créé par la fermeté burkinabé, pourrait inspirer d'autres capitales, car c'est bien là que réside la crainte réelle le précédent. Non pas l'homme, non pas l'incident, mais l'idée qu'un État puisse affirmer sa souveraineté sans provoquer le chaos, sans supplier, sans s'aligner. Une idée qui circule, qui se répand et qui échappe au contrôle traditionnel. Dans ce jeu complexe, la Nigeria riposte n'est plus seulement une question de réaction bilatérale. Elle devient un signal attendu par tous. Sera-t-elle visible ou indirecte, rapide ou différée, symbolique ou structurelle? Chaque option comporte des coûts. Chaque hésitation en crée de nouveaux. Et pendant que les chancelleries calculent, un autre front s'ouvre plus discret encore. Celui de la monnaie. Des échanges qui contournent les circuits habituels. Des règlements qui se font autrement. Des décisions techniques prises loin des caméras, mais lourdes de conséquences. Ici, rien n'est annoncé. Tout est préparé. Les empires dans l'histoire moderne ne chutent pas lorsqu'on les défie frontalement. Ils vacillent lorsque leur mécanisme cesse de fonctionner comme avant. Lorsque la confiance se déplace. Lorsque l'automaticité disparaît. C'est cette possibilité encore floue, mais bien réelle, qui alimente l'anxiété silencieuse à Washington et à Paris. Non pas la peur d'un affrontement immédiat, mais celle d'une transformation lente, irréversible et hors de contrôle. Car lorsque les équilibres monétaires commencent à glisser, les décisions les plus lourdes ne se prennent plus au grand jour, mais dans des pièces sans drapeau, sans logo et sans témoin. Il existe des documents que l'on ne voit jamais. Ils ne portent ni en tête officielle, ni signature, ni sceau. Ils circulent dans des dossiers neutres, sous des intitulés techniques, rédigés dans une langue qui évite les noms propres. Et pourtant, ce sont eux qui décident du sort des nations. Dans ces documents, on ne lit pas Burkina Faso, on lit zone de désalignement. On ne lit pas Traoré, on lit facteur d'instabilité narrative. On ne lit pas crise diplomatique, on lit risque de contagion. C'est à ce moment précis qu'un dirigeant cesse d'être un acteur local. Il devient une variable, une donnée que l'on intègre dans des modèles, une anomalie que l'on tente de corriger. Non par la confrontation directe trop visible, trop coûteuse, mais par l'ajustement progressif des paramètres autour de lui. À partir de là, les options se resserrent. Première option, l'asphyxie lente. Maintenir la pression économique diffuse, laisser les coûts s'accumuler. Espérer que le quotidien finira par l'emporter sur le symbole, c'est la voie la plus discrète, la plus patiente, mais aussi la plus risquée. Car une société qui comprend la nature de la contrainte peut transformer la fatigue en détermination. Deuxième option, la fragmentation interne. Exploiter les frustrations. Amplifier les divisions. Créer du bruit politique, rien de spectaculaire. Juste assez d'instabilité pour diluer le message central. Cette stratégie a un précédent. Elle fonctionne parfois, mais elle exige du temps des relais et un contexte favorable. Troisième option, la redéfinition des équilibres régionaux. Faire porter la responsabilité ailleurs, déplacer l'attention, modifier les alliances. C'est ici que le rôle des voisins devient décisif. Non pas comme adversaire déclaré, mais comme amortisseur, ou au contraire, comme levier. Face à ces scénarios, une chose devient claire, le chemin qui s'ouvre n'est pas celui d'un retour en arrière. Il n'y aura pas de simple retour à la normale, car la normale telle qu'elle existait reposait sur des automatismes désormais brisés. La ligne a été tracée, la retenue a été démontrée. La capacité de dissuasion a été affirmée sans être exhibée. Dès lors, chaque acteur est contraint de recalculer. Pas seulement en fonction des forces militaires, mais en fonction des perceptions des attentes et des limites invisibles. Le jeu n'est plus seulement territorial. Il est psychologique, économique, symbolique. Et dans ce nouveau paysage, le facteur le plus imprévisible n'est pas l'armement ni les alliances. C'est la conscience collective, la capacité d'une population à comprendre ce qui est en jeu, à accepter les sacrifices à court terme pour un objectif de long terme, à distinguer la pression extérieure de l'erreur interne.
C'est là que tout peut basculer. Car lorsqu'un peuple cesse de subir et commence à choisir, les modèles les plus sophistiqués perdent leur efficacité. La question n'est donc plus de savoir si une réponse viendra, elle est de savoir sous quelle forme, à quel rythme et avec quelles conséquences irréversibles. Et lorsque toutes les options visibles sont épuisées, il ne reste qu'une décision, celle que personne n'ose annoncer, mais que tout le monde se prépare à affronter. Ce que nous venons de traverser n'est pas un simple épisode diplomatique. Ce n'est pas une anecdote de plus dans l'histoire instable du Sahel. C'est un moment charnière, un de ces instants rares, où une décision apparemment limitée révèle des fractures profondes et des trajectoires irréversibles. La libération de 11 officiers n'a pas refermé une crise. Elle a ouvert une ère. Une ère où la clémence n'est plus interprétée comme une faiblesse, mais comme une preuve de maîtrise. Une ère où un avertissement n'est pas crié, mais posé froidement comme une borne sur une route que l'on ne traverse plus sans conséquence. C'est là, nous dit Lato, tout le sens du Traoré avertissement, une parole mesurée, mais chargée d'histoire, qui redéfinit la grammaire du pouvoir dans une région trop longtemps considérée comme périphérique. Car derrière le silence, derrière les lenteurs économiques, derrière les calculs monétaires, une vérité s'impose, l'Afrique n'est plus seulement un terrain, elle devient un acteur. Et quand un acteur apprend à dire non, il oblige le monde à l'écouter autrement. La question n'est donc pas uniquement de savoir si un Nigeria riposte aura lieu. La vraie question est plus large, plus dérangeante. Jusqu'où un système ancien est-il prêt à aller pour préserver ses automatismes lorsque ceux-ci commencent à se fissurer? Et à l'inverse, jusqu'où des nations longtemps contraintes sont-elles prêtes à tenir pour défendre leur dignité? Ce moment est inconfortable. Il est incertain. Mais il est aussi porteur d'espoir. Car l'histoire montre que les grandes transformations naissent rarement dans le confort. Elles naissent dans la lucidité, dans le courage de tracer une ligne, dans la capacité à assumer le coût de ses choix. Le Traoré avertissement ne s'adresse pas seulement à un voisin, ni même à une organisation régionale. Il parle à tout un continent et au-delà. Il pose une question simple mais fondamentale. Et si la souveraineté cessait d'être un slogan pour redevenir une pratique? Si cette analyse vous a aidé à voir plus clair à comprendre ce qui se joue derrière les mots et les silences, alors ne laissez pas cette réflexion s'éteindre ici. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites entendre votre voix. Chaque commentaire, chaque partage prolonge